le cadre de ses rencontres avec les populations de l'arrière-pays, le président de la République, président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, séjourne dans les localités d'Omboué et de Gamba, dans le Goué-Maritime. Début effectif des cours à l'Institut national de la jeunesse et des sports, conformément au chronogramme établi par le ministère en charge des sports. Ouverture hier à Libreville d'un séminaire de formation sur les normes de comptabilité des biens de l'État au Gabon. Bonjour nos chers téléspectateurs et bienvenue à cette principale édition de l'information sur Gabon Première. L'actualité au Palais du bord de mer en ouverture avec le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema qui a reçu au Palais du bord de mer en présence du ministre du Pétrole, le syndicat des travailleurs et le patronat. Le but, faire un point d'étape sur l'avancement des travaux de la commission de dialogue social dans le secteur pétrolier. On en parle avec Aline Ndjila et Honorine Tigui. Afin de trouver des accords entre le syndicat des travailleurs et le patronat, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé avec ces derniers pour trouver des pistes de solutions sur l'avancement des travaux de la commission de dialogue social dans le secteur pétrolier. C'était pour lui faire un point d'étape sur les avancées, sur les points transversaux. Et donc nous avons fait le point. Il y a sur 4 points qui étaient discutés. Il y a 3 points sur lesquels nous avons trouvé des accords. Et il y a un point sur lequel on a partiellement trouvé des accords. Et nous avons reçu des recommandations du chef de l'État, donc qui nous renvoient à la commission pour nous accorder sur la nouvelle rédaction et les modalités de mise en place de ces accords. Une discorde entre ces deux groupes impliquant des représentants des employés et des entreprises qui a permis au général Brice Clotaire Oligui Nguema de trouver des pistes de solutions. Les points d'achoppement qui existaient encore entre l'ONEP et l'UPEGA sur la signature du procès-verbal des points transversaux, ce point d'achoppement a été levé. Et nous sommes sur la même longueur d'onde et le président République, chef de l'État, nous a apporté ces recommandations qui viennent nous amener à nous accorder sur la question. Et donc, au sortir de cette rencontre avec le chef de l'État, nous allons donc nous retrouver pour signer ce procès-verbal des points transversaux au secteur pétrolier entre l'ONEP et l'UPEGA et la Commission. Des orientations fermes ont été données par le chef de l'État qui seront mises en place par le syndicat de l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, et l'Union pétrolière gabonaise au cours d'une commission dans les prochains jours. Toujours dans son agenda de travail, on parle du séjour du président de la transition dans la province de Goué-Maritime. Un séjour qui le conduira à Omboué et à Gamba. À quelques heures de son arrivée, les populations se mobilisent pour lui réserver un accueil chaleureux. Armand Moupende et Bienvenue Minko sont déjà sur place. Omboué, chef-lieu du département des Timboué. La ville, située au bord de la lagune du Fernand-Vaz, est particulièrement calme ce matin. En cette matinée de fine rosée, la commune fait sa toilette des grands jours pour une circonstance exceptionnelle de son histoire, l'arrivée du président de la transition. Nous sommes contents de lui, qu'il arrive à la ville, on cherche à l'accueillir. C'est un sentiment de joie pour recevoir Monsieur le Président dans notre comté. C'est un grand plaisir pour nous, d'abord qu'on l'attendait déjà. Nous attendons beaucoup de lui. S'imprégner et toucher du doigt l'ensemble des projets de développement dans la région. Depuis le coup de la libération, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI, dans ces contrées de l'intérieur du pays, n'étaient pas arrivés. La visite qui s'annonce ici ce 29 octobre apporte avec elle une belle vague d'espoir pour l'ensemble des habitants. Nous attendons beaucoup du président de la République. Comme il a fait dans les autres provinces, c'est comme ça qu'ils doivent se faire chez nous ici au département de Timboué. Et vérifier un peu tous les problèmes qui minent autour de notre commune.
C'est notre champion depuis le 30 août, nous sommes en joie. Il est venu normalement arranger la situation de tout et chacun. Moi personnellement, j'ai fait 3 ans sans salaire et ça a été réglé dès la prise du pouvoir de monsieur le président de la transition, chef de l'État, son excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Plusieurs activités sont inscrites au chronogramme de ce séjour qui devrait bien le conduire à travers les localités d'Omboué, Gamba et Ndougou, avec en point d'orgue des visites de sites et des rencontres citoyennes pour bâtir ensemble l'édifice du Gabon nouveau auquel tous ici rêvent depuis le 30 août 2023. Et puis, sachez que le président de la République entame un périple dans les localités où il avait promis de repasser pour échanger avec ses compatriotes. Brice Clotaire Oligui Nguema, dont les préoccupations des populations constituent un de ses objectifs. Cette tournée va également lui permettre d'apprécier les avancées opérées dans les chantiers initiés par le CTR. Et voyons l'analyse de Patricia Didi Mouélé. Les populations vont à nouveau échanger avec le président de la République qui entame un mini-périple à travers certaines localités du pays. Les préoccupations sociales de ces dernières étant au cœur de sa vision, nul doute que Brice Clotaire Oligui Nguema saisira cette opportunité pour réaffirmer son ambition de parachever les projets de développement engagés sur l'ensemble du territoire et en net lien avec notamment l'emploi des jeunes et l'amélioration globale des conditions de vie de ses compatriotes par la mise à disposition d'infrastructures y relatives. Ce périple est donc, s'il est besoin de le souligner davantage, une opportunité supplémentaire de mieux apprécier et évaluer encore le quotidien des populations gabonaises et l'impact possible des premières solutions mises en œuvre. La route étant facteur de développement, les communautés demeurant donc dans l'espoir, par exemple, de voir les lignes continuer à bouger. Pragmatique, en étant encore plus proche des siens, le chef de l'État n'entend pas se faire compter le vécu de ses compatriotes. Depuis le 30 août 2023, il est tout simplement adepte de la civilisation du visu et du toucher. D'autres diront évidemment et simplement sans risque de se tromper que l'homme du 30 août s'attache au Saint Thomas. Activité des membres du gouvernement à présent avec Michel Onangandiaï, le ministre des Affaires étrangères, qui a reçu tour à tour à son cabinet l'ambassadeur de la République d'Indonésie au Gabon, avec pour résidence le Nigeria et le représentant résident de l'UNESCO au Gabon. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et l'Indonésie. Sheila Mebale, Arnaud Mengue nous en parle. Venu rencontrer le patron de la diplomatie gabonaise pour discuter sur les questions de coopération bilatérale entre notre pays et l'Indonésie. C'est le but de cette audience accordée par le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï, à l'ambassadeur de ce pays d'Asie du Sud-Est. Nous avons beaucoup de secteurs pour collaboration entre le Gabon et l'Indonésie, à part le commerce, la défense et l'éducation. Il y a beaucoup de bourses qu'on a proposées pour les étudiants des Gabonais. Et puis, au mercredi, nous avons une exposition de batik et montrer la culture indonésienne. Avec le représentant résident de l'UNESCO au Gabon, il était question de faire ses au revoir à Michel Régis Onangandiaï, ministre des Affaires étrangères. L'entretien a tourné autour de la coopération entre le Gabon et le bureau de l'UNESCO à Libreville. Les questions ont également tourné sur l'accord cadre de coopération et certaines activités relatives au secteur de l'éducation, en l'occurrence la vulgarisation des kits microsciences dans les établissements. Nous avons discuté de ce projet, essayé de faire l'évaluation de la mise en œuvre de ce projet qui est dans une phase pilote dans la commune d'Ovendo. Nous avons également parlé d'un accord cadre de coopération entre l'UNESCO et le Gabon qui est en discussion et qui devrait très rapidement être signé. Notons que l'Indonésie est présente au Gabon depuis plusieurs années dans divers secteurs. Le représentant de l'UNESCO en fin de mission au Gabon a fait un tour d'horizon des projets en cours dans notre pays, non sans évoquer le niveau de leur avancement. Après les affaires étrangères, l'ambassadeur d'Indonésie au Gabon est allé rencontrer hier lundi le ministre du Tourisme
et de l'artisanat à son cabinet de travail. En toile de fond, la coopération entre nos deux pays en matière de développement touristique. Ahmed Beni Evaka, Chris Rodolphe Lembona. La séance de travail n'a duré que quelques minutes, des minutes qui laissent entrevoir des projets touristiques lucratifs entre l'Indonésie et le Gabon. Autrement dit, mettre à jour cette coopération vieille de plus de 30 ans. C'est une destination sur laquelle on veut tirer le profond de l'expérience. Je sais que vous avez une longueur d'avance par rapport au tourisme. Nous pouvons venir vers vous pour apprendre comment gérer la question du tourisme. Le ministre gabonais du Tourisme et le diplomate indonésien se sont projetés pour la mise en place d'un programme de renforcement de capacités interculturelles. Je suis très heureux d'avoir rencontré le ministre pour revoir ensemble notre collaboration avec le Gabon en matière de tourisme. Afin de renforcer davantage ce secteur, l'améliorer et le solidifier. Partenaire stratégique du Gabon, l'Indonésie a fait du secteur touristique l'un de ses piliers économiques, soit 4,1% de son PIB. La prise de contact s'est soldée par la remise de ces présents, fruit d'une future collaboration pleine de rebondissements. On parle toujours coopération dans ce journal avec le ministre de l'Enseignement supérieur qui a échangé avec l'ambassadeur de France au Gabon. Les questions de renforcement de la coopération dans le domaine de la formation figuraient en bonne place. C'était en présence de Doris Cruz Koulou. Nouvellement accrédité au Gabon, Excellence Fabrice Maury, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française dans notre pays, échange avec le ministre de l'Enseignement supérieur sur la coopération entre les deux pays dans ce domaine. On a abordé des sujets tels que la mobilité étudiante, tels que la contribution de la France à l'effort de recherche en matière environnementale, en matière de sciences et de technologie. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je compte sur le ministre et je suis sûr d'ailleurs que nous allons faire de belles choses ensemble lors des prochaines années. Le diplomate français exprime le vœu de voir les relations bilatérales dans l'univers de l'enseignement supérieur se développer davantage. L'enseignement supérieur et la recherche était une des priorités du gouvernement de transition. Un effort budgétaire conséquent a été fait dans ce domaine et nous sommes prêts à l'accompagner dans la mesure de nos moyens, bien entendu, mais en apportant compétences, expérience et les ressources que nous pouvons déployer pour accompagner ce processus. L'ambassadeur de France au Gabon a présenté ses lettres de créance il y a quelque temps au Palais du bord de mer, avant de présenter ses civilités au chef de l'État le 21 octobre dernier. On poursuit avec l'ouverture hier au nord de la capitale gabonaise du séminaire sur les normes de comptabilité des biens de l'État gabonais. Organisé par le ministère des Comptes publics, cette activité fait suite aux 2 rencontres du genre tenues il y a quelques mois qui évoquaient la mise en place du système d'information. Linda Nyumba Ngengi, Francis Ngomo. Le ministère des Comptes publics poursuit la sensibilisation des différents acteurs sur la comptabilité des biens de l'État. Et cette rencontre, la 3e du genre, porte cette fois sur les normes comptables. Parce que les biens de l'État doivent être en permanence identifiés, décrits, recensés, valorisés. Et donc, ça doit se faire de façon permanente dans les différents ministères et institutions. Et donc, nous continuons la sensibilisation pour permettre aux différents acteurs de s'approprier cette réforme qui est importante pour la gestion des finances publiques, la gestion à la fois budgétaire et comptable. Le séminaire est animé par les experts du Conseil national de la comptabilité. Les participants sont principalement les DECAF des ministères et les DAF des institutions et autorités administratives indépendantes. La comptabilité matière est là pour identifier les stocks, les inventorier, et nous sommes là pour montrer au DKF quelles sont les règles pour comptabiliser ces différents éléments-là.
C'est là le rôle du Conseil national de la comptabilité aujourd'hui. Ouvrant les travaux des assises en lieu et place du ministre des Comptes publics empêchés, le secrétaire général réitère l'engagement du Gabon en la matière. Notre pays, le Gabon, s'est engagé depuis quelques années à mettre en application des mécanismes qui visent à assainir la gestion de ses finances. Cet effort s'est traduit par la transposition de toutes les directives CEMAC du cadre harmonisé de la gestion des finances publiques dans notre ordonnancement juridique interne. Ainsi, le ministère des Comptes publics s'est attelé à élaborer des normes comptables de l'État, garantissant la transparence, la régularité et la sincérité des comptes et des états financiers, tels que le compte, les résultats et la situation nette au bilan de l'État. Organisé avec l'assistance technique du Sénac, ce séminaire se tient du 28 au 31 octobre à Libreville. Et puis, la capitale gabonaise abrite également un atelier sous-régional sur le mercure. Cet atelier de formation vise à mettre en place un réseau de surveillance et de gestion du mercure en Afrique centrale. Léa Bifan et Pierre Claver est là pour les détails. Devenu une préoccupation à l'échelle mondiale, le mercure se propage à grande vitesse avec un effet néfaste sur l'environnement et la santé humaine. Ainsi, les acteurs de la sous-région, via cet atelier de formation, mettent en œuvre les mécanismes pour freiner les effets nocifs de cette substance. Les principaux objectifs du projet sont la mise en place à Libreville, au Gabon, d'un laboratoire régional d'analyse du mercure, la création d'un réseau régional d'experts dans le domaine de la surveillance du mercure dans l'environnement, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de surveillance du mercure dans l'environnement de l'Afrique centrale. S'inscrivant dans le programme international spécifique qui vise à faciliter le renforcement des capacités par l'assistance technologique et le transfert de technologies et pour la surveillance et la gestion du mercure en Afrique centrale, le Gabon veut limiter les dégâts de cette propriété chimique. La Convention de Minamata est un traité international qui compte aujourd'hui 151 pays dans notre pays et qui consiste à diminuer, limiter tout ce qui est production, importation et vente du mercure au niveau mondial. Parce qu'il faut savoir que le mercure est un polluant relativement toxique pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc les pays se sont réunis pour limiter les effets nocifs de ce polluant-là. Le Gabon a comme exigence première, comme tous les pays, de faire ce qu'on appelle une évaluation des sources de production de mercure. Les travaux de cet atelier vont déboucher sur la mise en place d'un laboratoire centralisé d'analyse du mercure à Libreville. Dans le volet formation, rentrée des classes hier matin à l'Institut national de la jeunesse et des sports, selon le chronogramme des activités pédagogiques au sein de cet établissement. Pour s'enquérir de l'effectivité de cette reprise, une délégation du ministère en charge des sports, conduite par le directeur de cabinet du ministre Jacques Augan, a effectué le déplacement sur les lieux. Charles Ogoula et Éric Kassa pour le point. L'Institut national de la jeunesse et des sports, ressuscité après plusieurs années d'inactivité grâce à la ferme volonté du chef de l'État, mise en musique par le ministre en charge des sports, le docteur André-Jacques Augan. Les étudiants sont enfin en classe dans de meilleures conditions. Qui aurait cru qu'un jour, l'INGS devait ouvrir ses portes et nous donner la chance de faire partie de cette école. C'est une joie pour moi après plusieurs années d'attente. Je dois juste être attentif, être à l'heure. La direction générale de l'établissement a pris toutes les dispositions pour que cette rentrée des classes soit effective. Nous avons fait le tour des salles pour constater l'effectivité de cette reprise par la présence des étudiants et des enseignants dans les différentes salles. Le docteur André-Jacques Augan, empêché, a transmis un message aux étudiants par la voix de son directeur de cabinet. Nous sommes venus porter le message du ministre sur 3 points. Il a souhaité d'abord féliciter à nouveau les jeunes qui ont été reçus au concours, mais aussi il les a invités à respecter 3 principes. Le premier principe, c'est le principe de la ponctualité, parce qu'il n'y a pas de réussite pour les retardataires. Le principe de la discipline, il n'y a pas de réussite pour les indisciplinés.
le principe du travail, il n'y a pas de réussite pour les paresseux. Et donc, c'est une école d'élite. Ils sont là parce que le président de la République, son Excellence le général de brigade Biscotel Digema, a déverrouillé les concours et donc donné la possibilité à ses compatriotes diplômés assis pendant des années à la maison de pouvoir enfin rêver d'avoir leur autonomie. Plus de 1000 étudiants vont donc être formés dans les différentes filières de l'Institut national de la jeunesse et des sports. La problématique des violences en milieu scolaire, toujours d'actualité depuis quelques semaines. Des foyers de tension sont persistants dans plusieurs établissements secondaires. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de ce phénomène. On en parle dans ce journal avec Evra Mbani Pitake, Roméo Lembimi qui ont sillonné quelques établissements de la capitale. La violence en milieu scolaire et universitaire au Gabon est un problème complexe qui nécessite une attention urgente. Les incidents comme les agressions entre les élèves du lycée technique et du CS de Bikele ainsi que du lycée Montalier avec cette nouvelle forme de violence de vol de chaussures de marque soulignent une dégradation des rapports entre jeunes, ce qui inquiète profondément les parents et les éducateurs de notre système éducatif. Le règlement intérieur est arrivé la semaine dernière, qu'on a distribué la semaine dernière. Et là, donc, les enfants étaient étonnés de voir l'article 6 qui parle de non-port des chaussures de marque. Juste pour protéger les enfants par rapport aux violences que les autres subissent. La responsabilité n'incombe pas uniquement aux élèves, mais aussi aux parents et au corps enseignant. L'une des premières pistes qu'il faut explorer, c'est nous devons être capables aujourd'hui de capitaliser le fruit des recherches qui sont réalisées dans nos centres de recherche, que ce soit à l'Université Omar Bongo ou ailleurs. Il y a un certain nombre de travaux universitaires qui peuvent être des outils d'aide à la décision. Il y a ce premier facteur-là, prendre en compte le résultat des recherches, parce que si on ne cerne pas bien un phénomène, si on n'arrive pas à le définir convenablement, on apportera toujours des solutions qui ne seront pas adaptées. La résolution de ce problème exige une approche collective et cohérente impliquant tous les acteurs de la communauté éducative. Seule une mobilisation concertée pourra apporter des changements durables et garantir un environnement d'apprentissage serein pour tous les élèves et étudiants. Et puis, dans le cadre de la sensibilisation contre la dépigmentation de la peau et la valorisation de la femme noire au Gabon, la première édition de Miss Ébène au Gabon a débuté par le Wellington. L'événement met à l'honneur des candidates au teint ébène fières de leur identité. Candy Mekui pour les détails de cette première étape. C'est la candidate numéro 2, élève au lycée d'État Richard Nguema Bikale, qui a été couronnée lors de cette présélection. Elle se distingue par sa beauté, sa prestance et son engagement envers cette cause. Déjà, je me sens très fière parce que c'est la première fois que je fais ce genre de concours. Je suis contente de voir que j'ai pu relever le défi entre guillemets et de voir, et surtout le thème de ce concours me touche parce qu'il s'agit de valoriser la femme noire que je suis, ma peau ébène. Je vais tout donner, je vais faire tous les efforts possibles pour que la province soit fière de la belle femme qui nous sommes. L'événement a également reçu le soutien de cet établissement dont le proviseur souligne l'importance de cette initiative pour les jeunes. Très belle initiative par le comité d'organisation. Nous, on parle aujourd'hui des filles, des jeunes filles CTK, que ça devienne un vrai problème de société. Il est temps effectivement que la fille noire, la femme noire gabonaise soit valorisée par ce type d'événement. Au total, 8 candidats, tout abordant fièrement leur teint naturel, ont concouru sur le thème « Noir de peau et fier de l'être ». La présélection de Miss Ébène Gabon dans le Wellington est une première étape d'une longue aventure. Cet événement axé sur la sensibilisation et la valorisation de la femme noire gabonaise marque le début d'une campagne nationale. Ce projet émane d'un constat, la dépigmentation. Nous avons remarqué que le Gabon, ou du moins la plupart des jeunes filles aujourd'hui se dépigmentent et nous voulons mettre un frein à cela. Et nous avons lancé ce concours justement pour valoriser la femme gabonaise, la femme noire naturelle et surtout mettre en valeur la culture gabonaise. La prochaine étape dans l'Ogoué Ivindo, où d'autres candidates porteront fièrement le message de beauté naturelle et de fierté de soi.
Le 16 novembre prochain, les Gabonais seront appelés à voter la nouvelle constitution. Cette élection référendaire conduite par le ministère de l'Intérieur est encadrée par le processus bien défini par Herman Imongo, le ministre de tutelle Martina Damoutule, Chéri Manéa. De A à Z, loi fondamentale et référendum. Magazine, édition spéciale, invité, analyse, décryptage. Loi fondamentale et référendum de A à Z du 28 octobre au 28 novembre sur Gabon Première. « 29 ans après le référendum de juillet 1995, le peuple gabonais est de nouveau appelé à se prononcer sur ce qui va constituer la nouvelle loi fondamentale. Désormais en charge des scrutins électoraux au Gabon, le ministère de l'Intérieur a entrepris jusqu'à ce jour plusieurs actions qui rentrent dans le cadre d'un chronogramme bien précis. La première a consisté à la révision de la liste électorale du 13 juin au 20 juin dernier sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. S'en est suivi le lancement de la campagne d'éducation civique pour le référendum, un exercice pédagogique visant à présenter aux Gabonais les enjeux de ce scrutin. Outre ces actions, d'autres étapes du processus électoral ont été dévoilées par Herman Imongo au cours d'une récente conférence de presse. Première étape, il s'agira du dépouillement et du décompte des votes. Deuxième étape, il s'agira de la consignation des résultats électoraux sur les procès-verbaux, tant au niveau du bureau de vote qu'au niveau de la commission électorale locale et enfin de la commission électorale provinciale ou consulaire. 3. Il s'agira de la centralisation générale des résultats et des procès-verbaux des opérations électorales. 4. De l'annonce publique des résultats électoraux par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au siège du ministère. Les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont provisoires. Ils deviendront définitifs, ils ne seront qu'après épuisement de toutes les voies de recours. Et cela m'amène à évoquer la cinquième et dernière étape qui est la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle après avoir vidé les contentieux dont elle serait saisie. Dans le même élan, le membre du gouvernement a sensibilisé les présidents des commissions électorales sur la conduite des opérations. Plus que 2 semaines et quelques jours avant le vote prévu le 16 novembre prochain, le ministère de l'Intérieur s'attelle à ne rater aucune marche de ce chronogramme bien précis. Sachez également que la Haute Autorité de la Communication, organe régulateur des médias au Gabon, va jouer un nouveau rôle important dans le cadre du scrutin référendaire. Certes, le mode de scrutin diffère de ceux le plus souvent connus. Quelles dispositions l'institution mettra-t-elle en place? Tentative de réponse avec Dave Moubele-Pendi et Rodolphe Eyelenve. Maillon essentiel du dispositif communicationnel et régulateur du temps de parole en période électorale, la Haute Autorité de la Communication, la HAC, sera une fois de plus sollicitée à l'occasion de ce scrutin référendaire. Le caractère particulier de ce scrutin, en période transitoire, remet sur la sellette la question du dispositif qui sera mis en place pour accompagner les acteurs clés de l'élection à venir. S'il est de notoriété que lors des scrutins de type général incluant la présidentielle, les législatives, les communales, des canaux bien connus ont toujours été mis à contribution pour permettre la facilitation du message en respectant scrupuleusement le minutage. Selon que l'on a été de la majorité ou de l'opposition, qu'en sera-t-il de ce scrutin de type référendaire où les blocs idéologiques n'ont pas un rôle dominant à jouer? La HAC, qui dispose d'une solide expérience organisationnelle, va devoir, à n'en point douter, remodeler ses produits les plus connus que sont l'expression directe, le débat contradictoire et bien d'autres. Sachez que le début de la campagne référendaire pour la nouvelle constitution est donc prévu pour le 6 novembre prochain. Les Gabonais seront donc appelés aux urnes le 16 novembre. Le projet d'avant-constitution et le déroulé du processus électoral fait l'objet des unes des journaux. Voici le contenu de ces journaux dans la revue de presse signée Gabriel Guillain-Lemami.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre revue de presse, c'est maintenant. Le 16 novembre 2024, c'est la date retenue par le ministère de l'Intérieur pour le scrutin référendaire. Comment cet événement sera-t-il organisé et que dit la presse nationale et internationale? En parlant du texte constitutionnel dont les Gabonais sont appelés à voter par un oui ou par un non, Radio France Internationale évoque la prise en compte et l'examen du projet définitif de constitution en Conseil des ministres à l'issue des propositions faites par le Parlement. Par ailleurs, le média français précise que le dit projet a fait l'objet le 16 octobre d'un second séminaire au cours duquel certains points polémiques ont été évoqués comme les critères d'éligibilité à l'élection présidentielle. Dans le même sens, le quotidien L'Union traite dans ses colonnes de la conférence de presse de l'Union pour la Nouvelle République qui, au regard des débats qui s'intensifient autour de l'avant-projet de constitution, a fait le point sur les articles 25 et 31 alinéa 4 qui font état respectivement de l'homosexualité et de la qualité de l'éducation. L'article 25 rappelle que la famille est fondée par des personnes de sexe opposé, des articles mis en lumière selon l'UPNR, d'où l'importance d'un débat éclairé sur les enjeux constitutionnels allant bien au-delà des simples questions électorales. Le portail officiel du gouvernement revient quant à lui sur les principales dispositions envisagées, notamment sur le régime présidentiel. Un système sans Premier ministre avec un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable. La langue officielle demeure le français et le service militaire obligatoire pour tous les citoyens. En termes de droits et libertés, l'accent est mis sur la protection des libertés individuelles et la séparation des pouvoirs afin de consolider la démocratie. La nouvelle constitution devrait donc incarner une chance inédite de redéfinir les bases politiques après une période de turbulence. Le 16 novembre 2024 est la date retenue par le ministère de l'Intérieur pour l'élection. Selon l'Union, Herman Mongo, présentant le processus électoral, scrutin historique depuis 1995, a insisté sur l'importance d'une participation massive. L'Union précise en outre que le membre du gouvernement, lors de sa conférence de presse, a indiqué que le scrutin respectera scrupuleusement la loi électorale et ses récents amendements. La campagne électorale débutera bel et bien le 6 novembre prochain. Pour Radio France Internationale, le gouvernement gabonais autorise les observateurs internationaux à suivre ce scrutin, ce qui n'avait pas été le cas lors des élections générales organisées en août 2023 par le pouvoir déchu d'Ali Bongo Ondimba. Le référendum au Gabon vers un système présidentiel renforcé inspiré du modèle américain, titre VOA Africa. Le journal cite le président du Conseil économique, social et environnemental qui reproche au système de gouvernance actuel d'être calqué sur celui de la France et non adapté aux réalités gabonaises. Selon l'agence française de presse, le référendum à venir est une clé vers le retour à un régime civil après la prise de pouvoir par les militaires en août 2023. Une décision qui avait été prise par le gouvernement de la transition. C'est tout pour votre revue de presse.
À l'approche du référendum constitutionnel, l'effervescence autour des mouvements associatifs atteint des sommets sans précédent, tandis que le pays se prépare à se prononcer sur la nouvelle constitution. Une multitude d'associations fleurissent, tel un champ de fleurs printanière. C'est l'objet du billet de la rédaction avec la plume et la voix d'Éric Nziengi Badinga, moine joke, sur la dextérité technique de Rodolphe Eyelevé. Ce foisonnement d'associations n'est pas sans poser question. S'agit-il d'un véritable élan citoyen ou d'une répétition des réflexes opportunistes qui caractérisent souvent les périodes électorales? Dans de nombreux quartiers, il n'est pas rare de constater l'apparition de groupes associatifs à l'appel, chacun se présentant comme le défenseur du oui au référendum. Un constat accablant émerge alors: la balkanisation des voix, où chaque initiative, aussi locale soit-elle, semble davantage motivée par le désir de plaire au pouvoir en place qu'à une véritable conviction démocratique. L'ombre du prince semble planer sur ces organisations et l'adoubement du chef du CTRI en vue des prochaines élections présidentielles est palpable. Les critiques s'intensifient, soulignant que ces associations nouvellement créées flattent le pouvoir en espérant tirer leurs épingles du jeu. Chaque élection génère son lot d'entités qui aspirent à un côtoiement avec les décideurs, promesses de récompenses et d'avantages à la clé. Ce phénomène ne fait que renforcer l'idée d'opportunisme où l'engagement associatif est soupçonné de masquer des ambitions personnelles. L'opinion publique semble divisée. D'un côté, des citoyens qui aspirent à un changement réel et à une véritable implication dans le processus politique. De l'autre, une méfiance grandissante face à un système qui en surface se veut participatif, mais qui à l'analyse révèle des intérêts égoïstes et une volonté de préservation du statu quo, c'est-à-dire le maintien de l'ordre ancien. La question demeure alors: y a-t-il eu restauration de l'engagement citoyen ou n'assiste-t-on qu'à une réaffirmation des dynamiques de pouvoir existantes? Face à cette évolution, la légitimité du mouvement associatif est sur la balance. À quel point ces nouvelles voix peuvent-elles prétendre représenter le peuple? En définitive, si certains se préoccupent de l'issue du référendum, d'autres se demandent déjà si cette frénésie associative ne cache pas un besoin désespéré de pouvoir et de reconnaissance, transformant le débat en une simple danse du ventre. L'enjeu démocratique est crucial et les citoyens farouchement éveillés se doivent d'exiger plus qu'un simple oui opportuniste. Ne nous y trompons pas, toutes ces associations veulent bénéficier de l'attention et des ressources que le pouvoir en place peut offrir. Il existe un désir de manger et de se faire une place au soleil. Les individus et les groupes peuvent créer ou rejoindre des associations pour tirer des opportunités économiques, des postes de responsabilité ou une reconnaissance sociale. Chacun veut son sort vers la félicité. De A à Z, loi fondamentale et référendum. Pédagogie, information, sensibilisation, analyse, décryptage. De A à Z, du 28 octobre au 28 novembre sur Gabon Première. Voilà, c'est ainsi que se referme cette principale édition d'information sur Gabon Première. 18h30, Blaski au combat, 20h, Lorna Awangi. Dans la suite, vous aurez donc une compilation sur la sensibilisation contre les cancers féminins à l'intérieur du pays et à Libreville. Excellente suite des programmes. Voilà des bénévoles conscients des réalités causées par l'ampleur des cancers féminins. Dans le feu de l'action, ils mènent cette campagne de sensibilisation de proximité pour tenter d'édifier les populations sur les risques et les dangers des cancers chez les femmes. Première étape, quartier Plaine-Reti. Les équipes mobiles font du porte-à-porte pour faire passer le message. Dans le cadre de nos actions humanitaires, la Croix-Rouge organise avec le ministère de la Santé des activités de sensibilisation sur Octobre Rose, donc qui est le cancer du sein et du col de l'utérus. Notamment aujourd'hui, nous sommes dans le quartier Plaine-Reti pour une sensibilisation auprès des ménages. Il est question ici de faire cette sensibilisation dans le cadre de prévenir et d'encourager les personnes à se faire dépister.
Naturellement, nous ne sommes pas seulement dans le cadre d'Octobre Rose, mais nous sommes aussi dans le cadre de famille, plus qu'une action de la Croix-Rouge, inciter les personnes à devenir volontaires à la Croix-Rouge gabonaise. Cet élan va pas seulement se passer au niveau des Pénorités. Plusieurs quartiers de la commune d'Akanda ont eux aussi eu droit à cette sensibilisation à l'initiative de la maison humanitaire. Il est question ainsi d'inciter les gens à connaître les risques, les dangers du cancer du sein et à se faire dépister pour les femmes qui peuvent bien le faire. Il s'agit aussi ici de toucher 2000 ménages, voilà, qui est la cible. Dans la cible, ce sont les femmes âgées de 18 ans à 40 ans. Dans son rôle des pouvoirs publics, dans le volet humanitaire, la Croix-Rouge gabonaise tient à ce que dans chaque famille, il y ait un volontaire et un secouriste pour le bien de la communauté.